Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, on analyse, on décortique, on critique ou on encense tous les plus grands événements de la planète catch. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler du premier Premium Live Event de la WWE de l'histoire en Italie. On va parler de Clash in Italie, c'était son nom. Nous étions à Turin et je suis accompagné d'un bel Italien d'origine. Je suis avec Vince. Comment ça va, Vince? Eh bien, buonasera, on dirait en italien. Buonasera, Raphaël. Buonasera à tout peuple de catch-up. Ben oui, écoute, premier PLE en Italie. Il y avait déjà eu quand même des Raw à l'époque. Donc, écoute, on va débriefer tout ça avec un show où, si on se fie au Discord, on va avoir quelques petites différences tous les deux sur ce qu'on a pensé de ce show. Tout à fait, mais c'est ça l'ambiance de la WWE et l'ambiance de l'Italie, et c'est l'ambiance du clash. Donc le contexte, c'est que la WWE est donc en grande tournée européenne. Hein. D'ailleurs, il y a des dates en France, dont un Raw à Paris qui n'est pas encore passé au moment où on parle, mais un show à Strasbourg qui a eu lieu et où certains de nos amis chroniqueurs ont pu assister. Donc ils vous feront très probablement un résumé très bientôt. Ce show en Italie, donc à Turin, était donc la suite du dernier événement, donc était Backlash pour la WWE, et nous avions 5 matchs au programme. Déjà, on peut le dire, les Italiens ont eu une très grosse carte avec des très gros noms. Hein. Si on compare par rapport à ce qu'on a pu avoir en France, c'était un petit peu au-dessus, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben là, ils ont amorté les main eventers de chaque division. Il y a, voilà, hein, quand tu vois les affiches, effectivement, c'était impressionnant. Alors nous, on n'a peut-être pas eu le premier sur le premier PLE, peut-être pas parce que c'était la première fois. Ils se demandaient comment ça allait se passer. L'année dernière, l'Italie avait eu droit aussi à des shows, des weekly, donc ils ont pu tester l'ambiance. Alors que nous, c'était que des house shows auparavant. Et le week-end de Backlash Lyon, c'était vraiment le gros test pour la WWE. Par contre, l'année qui a suivi, donc entre le SmackDown, le Clash in Paris et le Raw qui a suivi, là, ils nous avaient gâtés, on avait à peu près eu tout le monde, quoi. Voilà. Oui, donc pour un premier PLE, ouais, grosse carte. Grosse carte et qui a commencé par une très très grosse affiche puisque la soirée s'est ouverte par le titre WWE, donc le premier à entrer dans la salle, ça a été Gunther, une salle avec des jolies colonnes romaines, hein, enfin italiennes, même si on est à Turin. Gunther qui était le challenger de Cody Rhodes pour le titre WWE, Cody Rhodes qui est entré lui aussi sous une folle ambiance, la foule scandant comme toujours maintenant sa musique d'entrée. Une opposition de style, si l'on peut dire, même si on a eu deux catcheurs qui se sont rendus coup pour coup, un niveau assez équivalent, j'ai trouvé, et un match qui est resté assez classique hein, sur le ring. On n'est pas allé chercher des objets improbables ou des stipulations particulières. On a eu des Cody Cutter qui ont contré Gunther. On a eu pas mal de tentatives d'étranglement par Gunther, des near fall. Gunther a placé son arsenal, ses powerbombs, etc. Mais au final, au bout de 11 minutes 35 de combat, donc relativement court hein, pour un match pour le titre, Cody Rhodes a placé un Crossroads et l'arbitre a compté 3, sauf que Gunther, ce grand dadé de Gunther, cette grande machine, avait clairement l'un de ses pieds bien sous les cordes, ce qui normalement, dans les règles du catch, cher public, casse le tombé, sauf que l'arbitre a pas du tout regardé. Donc on sait que c'est déjà controversy, comme ils disent, ce résultat, ce qui permet à Cody Rhodes de rester champion et à Gunther de s'en sortir sans être tout à fait battu à la loyale. Voilà, moi comme tu as lancé un petit peu les hostilités, je peux déjà dire que j'ai pas été très convaincu par ce match, dans lequel j'ai trouvé surtout un peu une absence de rythme. Alors c'était peut-être l'effet voulu, mais ce tomber 1-2-3 est apparu vraiment un peu dans un moment assez plat du match, enfin assez quelconque.
Bon, ça permet d'avancer peut-être pour une revanche certaine qui va arriver, mais je n'ai pas été convaincu par cet affrontement et j'avais pas souvenir non plus d'avoir énormément apprécié quand il y avait eu le Gunther Cody d'il y a 1 an ou 2 pour le titre Crown Jewel Championship, hein. Donc est-ce que ces deux hommes-là sont faits pour bien catcher ensemble? Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Vince? Alors, sans reprendre tout ce que tu as dit, on a quand même eu les grosses prises, hein, les Pedigree, Powerbomb. On a eu le Frog Splash raté, mais quand même tenté de notre ami Gunther. On a eu les Disaster Kicks, on a eu les Crossroads, on a eu le Sleeper Hold, comme tu l'as dit. Puis cette fin un peu en queue de poisson, parce que le pied est sous la corde, mais concrètement, s'il lève un petit peu la jambe, il peut être sur la première corde, et l'arbitre l'aurait peut-être vu. L'angle de caméra est choisi pour qu'on ne le voit pas, un petit peu à la manière de ce qui s'était passé entre AJ Styles et Gunther il y a quelques mois. Donc, écoute, moi je suis un peu surpris de voir que on ait si peu de temps de match. Voilà, tu l'as dit, 11 minutes, c'est très clairement très peu. Après, on était dans la première d'ESPN, la première heure ESPN qui est gratuite pour tout le monde, donc est-ce qu'ils font volontairement, d'une part, un match court, un match qui soit pas non plus énormissime parce que c'est gratuit, j'en sais rien, mais ouais, pour moi, c'est le match qui le moins bon match. Voilà. Pourtant, il y a eu quelques botches sur certains, mais là, vu la qualité des deux gars, vu quand même c'est un titre, le titre mondial qui est en jeu, je m'attendais à plus, à mieux. Ouais, bah j'ai pensé à ça aussi pour ESPN, mais du coup je me suis dit bah si le but c'est de vendre un petit peu le produit WWE quand même, c'était pas très réussi. Ouais, moi je m'attendais à mieux. Ouais, je m'attendais à mieux, mais je commence peut-être à être un petit peu peut-être plus exigeant envers Gunther qui nous a fait des séries de très très bons matchs à la WWE, mais pour lequel il y a déjà eu quelques précédents de matchs où on attendait beaucoup et où au final, bon, contre Jey Uso notamment, où au final les matchs étaient un peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Ouais, c'est pas un opener qui m'a beaucoup mis dans l'ambiance de l'Italie. Non, c'est pas un opener qui fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire nous mettre, comme tu le dis, dans l'ambiance, voilà, soit chaud, quoi, que on ait cette envie, cette attente, et là, ça fait un peu pchit, effectivement. Après, la foule était partagée, donc c'est peut-être ça aussi qui donne ce faux rythme, parce que elle encourageait les deux catcheurs. Il n'y avait pas trop de bronca pour Gunther, alors que peut-être que ça, la dynamique aussi, la mauvaise dynamique, entre guillemets, est peut-être partie de là. Peut-être. On s'était dit hein, que c'était, enfin, Gunther en Italie, enfin en Europe, il a souvent un rôle important, mais un positionnement un peu différent. Ouais, ça joue peut-être effectivement sur le fait qu'ils aient choisi une sorte de non-lieu à la fin sur ce match et un choix pas vraiment définitif. C'est possible. Hein. C'est possible. Heureusement, le match suivant va être bien plus long, hein. Le match suivant enchaîne là aussi sur un titre mondial, mais c'est le titre mondial féminin, donc celui que possède Rhea Ripley actuellement, et qui affrontait Jade Cargill, la revanche d'un match à WrestleMania qui avait été plutôt bon, hein, et qui avait vu la victoire de Rhea Ripley prendre la ceinture. Là, les deux femmes se sont affrontées pendant 16 minutes 57 quand même. C'est le deuxième plus long match de la soirée, avec, ma foi, pour le coup, une opposition de style plutôt sympathique, j'ai trouvé. Enfin, pas vraiment une opposition de style d'ailleurs. Je vais arrêter avec cette expression journalistique. Deux styles assez similaires, justement, physiquement. Une confrontation de styles avec une Rhea Ripley qui arrive facilement à soulever Jade Cargill, mais Jade se laisse pas compter. On a eu quelques jolis coups de pied, notamment. Évidemment, il y a eu des interventions et la plus belle séquence de la soirée, d'après tout le peuple de catch-up sur le Discord, c'est la participation de Bifab qui est censé choper justement le pied de Jade Cargill et le mettre sur la corde pour casser un tombé, sauf qu'elle galère de ouf à attraper le pied de Jade Cargill et donc c'est Jade Cargill qui est obligée elle-même de mettre son pied sur la corde. C'était un peu confus, ça m'a rappelé les grands débuts de Tonga Loa et la grande époque de Tonga Loa à la WWE.
Bref, tout ça pour dire que si ma mémoire est bonne, ça finit par un Riptide que Rhea Ripley met un petit peu de temps à placer, mais réussit finalement à porter, hein, c'est ça, Oui, après quelques tentatives difficiles. Et donc, bah, Rhea conserve. Jade Cargill n'a pas démérité. Jade Cargill aura attendu cet adversaire-là pour peut-être briller à nos yeux et, euh, et faire une grande performance. Bon, on a eu donc évidemment les interventions autour, tout le monde, hein, si je me souviens bien. Est-ce qu'on a eu Charlotte et Alexa? oui. Oui, c'est Alors ça pas aussi, hein. Alexa, mais Charlotte, oui. Alexa, ouais, Charlotte est passée, oui, oui, c'est ça. C'est d'ailleurs probablement ce qui va enchaîner. En tout cas, Charlotte et Jade Cargill Hmm. se cherchent du regard. Bon, c'était un. Moi, j'ai trouvé plutôt là qu'on avait un bon match. D'ailleurs, oui, peuple de catch-up, n'hésitez pas d'aller sur notre Discord, puisque maintenant on distribue des notes, des bonnes notes et des mauvaises notes après chaque PLE. Et Vince, je vois que tu as mis le bon point à ce match-là, donc je te laisse nous en parler. Bah écoute, je vais reprendre ce que tu as dit. Style similaire, mais effectivement, j'ai eu cette impression qu'enfin, Jade Cargill nous avait sorti son gros match et qu'il a fallu attendre Rhea pour qu'elle nous sorte son gros match. Voilà. Alors c'était pas beau, c'était pas technique, c'était pas des high flyers. Par contre, qu'est-ce qu'elles se sont mis entre les slams, les suplexes et tout ça. J'ai même été très étonné parce que le début du match qui dura assez longtemps hein, pour Jade, en faveur de Jade, pardon, Rhea met un moment à vraiment reprendre le dessus. Et puis après, bah écoute, on a l'ensemble de la scène, quoi, des quatre qui s'affrontent, des quatre 5 qui s'affrontent, puisque ça dépend si on met Rhea ou pas dedans, mais tu as donc Bifab et Michin qui arrivent. Bifab qui a remporté, et je pense, hormis toi qui a mis en bonnet d'âne Cody Rhodes, mais je pense que tout l'ensemble des chroniqueurs ont tous voté Bifab et sa fameuse intervention ratée. Je pense qu'heureusement que l'arbitre connaît aussi la fin du match et qui compte pas le 3 parce que tu peux aussi compter 3 et terminer sur ça, ce qui aurait tout cassé. On a ensuite Charlotte qui arrive, qui fait la justice, qui rend justice, pardon, en frappant Michid, en frappant donc Bifab, et Jade fait son Jaded, et on pense qu'elle va l'emporter, et là, Oui. Charlotte fait la même chose. Elle met le pied et là, elle ne le manque pas, bien entendu. Elle met Mhm. bien le pied de Rhea dans les cordes. Rhea enchaîne ensuite après avec son Riptide. Donc, écoute, la championne reste championne. Ça permet à Jade quand même d'avoir placé son finish et de ne pas être trop dévalorisé. Et puis surtout, je pense Oui. que ça nous amène sur SummerSlam avec un match entre Charlotte et donc Jade à prévoir, puisque même dans l'après-show, Jade s'en est prise à Charlotte. Elle l'a attaqué dans les vestiaires. Oui, oui, c'est vrai. Il y aura Voilà. sûrement une feud entre les deux Ouais. qui va sûrement peut-être se tenir en retrait de la ceinture de Rhea Ripley qui devra trouver des nouvelles challengeuses. Hein. Je ne sais pas trop qui ça peut être. Mais ouais, Charlotte contre Jade, ça fait une feud intéressante. Mais sans ceinture, je sais pas, il faudra qu'il y ait de l'intensité pour que ça se justifie, je trouve. Enfin, si ça dure longtemps, parce que à côté de ça, Charlotte et Alexa Bliss peuvent s'intéresser aux ceintures et tout ça. Donc, je suis curieux de voir comment ils vont nous mener ça. On a rarement hein, chez les filles des feux d'importance s'il n'y a pas une ceinture au milieu. Ouais. Donc, pourquoi Bah, pas. tu peux peut-être un triple threat aussi qui peut être aussi Ah oui, intéressant au départ avec ah ouais. Charlotte, Rhea et Jade. Mm, mm. Voilà, après, on a le King of the Ring et le Queen of the Ring qui Ouais. arrivent, donc faut trouver quelque chose pour les championnes. Donc il y en a une des deux qui, à mon avis, aura de vraies prétendantes. Ouais, ça mériterait presque un débat à part. Moi, je trouve que c'est très très peu utilisé maintenant pour les titres mondiaux, les triple threat, les fatal four way, et que ça manque dans une année. Tu vois, on pourrait regarder en 2025. Je suis sûr que les titres mondiaux masculins ou féminins ont quasiment jamais été concernés. Une fois de temps en temps, un petit fatal four way avec des gentils, des méchants qui se trahissent, ça pourrait faire des Ouais, affrontements ça. sur le Hmm. féminin, t'as au moins eu WrestleMania et Oui, SummerSlam. ouais, c'est vrai.
Mais ça fait pas beaucoup sur le nombre de fois où le titre a été défendu. Ouais, je trouve que ça serait bien de temps en temps. Et Ouais, chez les hommes, je suis on d'accord. pourrait largement aussi, hein. Ouais, avec le nombre de performeurs qu'ils ont, Bah hommes et oui. femmes, ça pourrait faire de belles affiches. Bah surtout, je vais encore râler, mais dans cette configuration que je n'aime pas vraiment des PLE à 5 matchs, où je trouve que les cartes font assez léger. Si on avait eu là ce soir, bah mettons, je sais pas moi, Cody versus Gunther versus, j'en sais rien, j'invente, Sami Zayn versus Drew McIntyre, ou enfin, ils sont pas dans Oui, le bien FUD sûr. actuel, mais tu vois, une affiche un petit peu velue comme ça pourrait réveiller un petit peu le suspense, je trouve. Ouais, je prends tout de suite. Allez, c'est parti. Alors le match suivant, là par contre c'était vraiment un mano à mano, hein. Là on pouvait mettre personne entre ces deux mecs. C'est peut-être le match le plus inattendu de ce clash in Italy pour 2 points. D'abord parce que l'un des participants était censé quitter la WWE et prendre sa retraite après WrestleMania. Et deuxième point, parce que ces mêmes participants dont je parle ne se déplacent rarement aussi loin. Il s'agit de Brock Lesnar, vous l'aurez peut-être deviné. Brock Lesnar qui depuis des années a un programme assez allégé à la WWE. Alors il est allé en Arabie Saoudite hein, régulièrement, mais on l'a pas eu en France, on l'a pas eu en tournée en Angleterre. Et donc il est venu en Italie et c'était pour venger son honneur, laver son honneur après la défaite qu'il avait subie à WrestleMania contre Oba Femi. Donc voilà, il était parti en larmes, il avait enlevé ses gants, il avait enlevé toute sa tenue, enfin, il avait gardé son slip heureusement, mais il était parti du ring, il est pleuré dans les bras de Paul Heyman. La WWE nous avait sorti les clips, la retraite, etc. Que nenni, Brock Lesnar, il veut pas finir là-dessus et il est venu attaquer Oba Femi il y a quelques jours. Cette affiche, voilà, on pensait pas y avoir droit, on n'osait pas y croire, et on y a droit. Brock Lesnar contre Oba Femi. Alors, on sait d'avance que les matchs de Brock Lesnar durent en général pas très longtemps. Là, les deux hommes se sont quand même affrontés pendant 6 minutes 21. C'est pas trop mal. On est allé au-delà des 5 minutes réglementaires. Et tout a commencé très très vite puisque Brock Lesnar, à peine la cloche a sonné, a réussi à choper Oba Femi. Alors il commence par 4 F5, hein, la première série je crois, ou Oui, 5. non, non, On 4. a, voilà, on a une série de 4 F5, mais Oba Femi est une force de la nature, donc il résiste à cette première charge. Il va lui-même répondre, donc on va enchaîner des séquences, voilà, c'est le genre de match où il n'y a pas beaucoup de moves, hein, mais il y a des gros moves. Donc Obafemi va placer son finisher, sa powerbomb, mais Brock Lesnar va réussir à s'en sortir. Brock Lesnar lui-même va envoyer des souplesses et va réussir à placer à nouveau un F5, puis un autre. Et Obafemi résiste toujours et se relève. Mais il y en aura un dernier, le septième, et c'est le septième F5 qui va donner à Brock Lesnar la victoire et la revanche sur Obafemi, donc un partout. Cette victoire de Brock Lesnar, moi je la souhaitais, donc je vais dire que je suis ravi. Je trouve que c'est très bien de lui avoir permis de gagner un match contre Obafemi. Brock Lesnar est une telle montagne de muscles malgré son âge que c'est pas du tout une honte pour le nouveau la nouvelle star de la WWE, le nouvel homme fort d'avoir sa première défaite là sous nos yeux face à Brock Lesnar. Et c'est un match qui a plutôt été apprécié hein, par notre communauté de catch-up hein, sur le Discord. On est beaucoup là à avoir donné des bonnes notes. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Je crois que tu as trouvé ce match spectaculaire également. Alors, ce que je n'ai pas aimé, c'est que notre ami Lesnar revienne. Je l'ai déjà expliqué en long, en large, en travers. Maintenant, il y avait ce match-là. Voilà, c'était le 2. Donc, écoute, tranquille. Les mecs arrivent et bim, tu pars en F5, tu prends que des F5, tu te dis punaise. Et il résiste 4 premiers, quoi. C'est incroyable. Ensuite, il se fait enchaîner par une Kimura. Donc, le bras bien endolori, mais c'est pas grave. Il arrive à la soulever Lesnar et à le reprojeter par terre. Après, ils partent un petit peu à l'extérieur du ring, puisque tu as quand même aussi la table de cassé. Il avait repris 2 F5 encore en plus. C'était incroyable le nombre de coups qu'a pu encaisser
le pauvre Bafemi. Et puis après, écoute, j'ai même cru qu'il allait s'en sortir, puisqu'il le place en Far From Grace à Lesnar. Et Lesnar, il saute. Donc, quelle hauteur déjà? Il doit être à plus de 2 mètres quand il s'échappe du Far From Grace, qui est le finish de Bafemi. Et il arrive à le reprendre en F5. Et là, le 7ème F5, c'est fini. Et ça coûte la victoire à Femi. Donc, on a après un Lesnar toujours aussi poli, hein. One plus one, your time bitch. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que ça nous prédit peut-être un 3e affrontement pour l'Arabie Saoudite avant de peut-être un dernier match pour Lesnar au SummerSlam à Minnesota? Est-ce que ce sera le dernier match? Ça sera contre Bafemi ou pas? Je n'en sais rien. Le match était à l'instar du précédent, hein. C'est 2 barbaques, 2 colosses qui arrivent, qui se foutent sur la tronche. Et concrètement, si t'es l'arbitre, tu les laisses finir et tu fais juste le compte. Tu te mets pas au milieu pour essayer de les séparer. Là, tu te fais écraser entre 2 Golgoth. Voilà, écoute, moi j'ai trouvé qu'il était très stiff, que comme d'habitude, on perd pas de temps avec Lesnar, hein. On va pas s'embêter à avoir toute une psychologie de match. On attaque, on met des gros moves et puis celui qui résiste le plus l'emporte. Voilà un petit peu ce qu'on peut résumer sur ce match-là. Oui, c'est ça, c'est toujours la même litanie des matchs de Brock Lesnar, hein, c'est des sortes de sprints, on se relève, on prend un gros finisher, on se relève, on place le sien, et puis là, tu as raison, je l'ai pas décrit, mais il y a eu le turning point, le point décisif, c'est ce F5 qui est placé à l'extérieur du ring, hein, sur la table des commentateurs, et c'est sur celui-ci vraiment que Obafemi pourra pas vraiment se relever. Moi, j'ai trouvé le match plus sympa qu'à WrestleMania, un peu plus long, donc du coup, on a eu plus de moves. Et une légère, carrément, ouais. ouais, voilà, le match à WrestleMania, c'était le choc match, c'était la surprise. Et là, on a Brock Lesnar qui a su se réveiller. Donc moi, je suis très très chaud pour un 3e, même si je suis quasiment sûr que effectivement, ça va rien révolutionner. Il y aura à peu près les mêmes moves, à peu près les mêmes prises. Et puis c'est ces matchs qui basculent sur un détail. Voilà, à un moment donné, il y en a un qui va foncer sur l'autre, puis il va prendre le poteau. Il y en a un qui va se relever. Il y en a un qui va ou faire un low blow discrètement ou autre. Mais le 3e volet se justifie largement, je trouve, et je serai tout à fait pour le voir. Est-ce que ça sera en Arabie Saoudite? Je ne sais pas. Ça semble, c'est le prochain PLE. Maintenant, est-ce que Lesnar va encore se taper des allers-retours? Je ne sais pas. Si on attend SummerSlam, moi ça me va, hein. On a un Obafemi qui va être bien occupé aussi sûrement ces prochaines semaines à Raw. On en parlera plus tard. Donc à voir. Pour le moment, en tout cas, rien n'est officialisé, rien n'est signé. Ouais, alors, j'ajouterai, pour terminer sur ce match-là, j'ai quand même aussi bien aimé l'acting des deux. C'est-à-dire que Lesnar joue toujours très bien la surprise quand quelqu'un se sort du F5. Et là, les plusieurs fois où Obafemi s'en sort, c'est magnifique sa réaction. Et alors, que dire de celle d'Obafemi qui vient de prendre son F5 dans la tronche à l'extérieur du ring en détruisant la table. Tu as Lesnar qui l'attend sur le ring paisiblement en se disant c'est bon, j'en ai terminé avec le jeune. Et là, il se relève et il est fou, quoi. Et il enchaîne 2 ou 3 gros coups de coude lancés dans le coin à Lesnar. Et c'est là où je crois vraiment qu'il peut encore lui mettre la défaite. Et puis, bref, on va pas refaire ce qu'on vient de dire, mais Lesnar l'emporte. Et j'ai beaucoup aimé leur acting aux deux également. Je trouve que l'alchimie entre les deux, elle est parfaite. Ah oui, moi je trouvais que ouais, je suis d'accord avec toi. Là, il y a une très bonne dynamique vétéran slash rookie, la nouvelle génération, l'ancienne, avec des gabarits très similaires. Ça marche, ouais, ça marche bien. Ouais. Moi je trouve ça. Je suis d'accord avec toi. Ça fusionne bien. Donc la suite est intéressante. Alors la suite ce soir, on va passer à une opposition complètement différente. Puisque nous retournons voir la scène féminine. Et ce coup-ci, c'est la ceinture intercontinentale qui est défendue ce soir. Becky Lynch affronte Sol Ruka, sa nouvelle challengeuse, même si elle a tout fait pour éviter d'avoir ce match. Et si on a eu des rumeurs que Sol Ruka serait peut-être pas prête, physiquement parlant, pour le match a bien lieu. Et évidemment, comme il se doit, il est arbitré par Jessica Carr, qui va être là pour ce match, alors que Becky Lynch et elle ne se supportent pas. Et ça va rentrer en jeu.
mais finalement pas autant que prévu. Enfin, en tout cas, on n'a pas encore la grosse explosion qu'on pourrait imaginer un jour qui viendra un tabassage d'arbitre ou une disqualification. Non, là, ça discute et il y a des moments litigieux, mais sans aller jusqu'à une grosse explosion. On a un affrontement sur lequel on attend beaucoup, notamment de la petite nouvelle Sol Ruka, qui est très très athlétique et très très agile, mais qui nous a fait peur ces derniers temps parfois dans le match. Malheureusement, ça n'y manquera pas. Elle va nous faire une grosse frayeur à un moment donné, là, en passant par-dessus la troisième corde de dos, où elle est vraiment pas loin de se casser la gueule, je pense, sur le rebord du ring. Mais ça passe. Ouf pour elle et ouf pour tout le monde. Dans ce match-là, on a aussi des tentatives d'inversion de finisher, puisque Sol Ruka place le Man Hand Slam, hein, si ma mémoire est bonne. Handle Slam, ouais. Ouais, Man Hand Slam. Et Becky Lynch tente une sorte de... je sais plus son nom. Comment elle l'appelle? Soul Snatcher. Soul Snatcher, voilà. Excusez-moi pour les termes. Tout ça ne sera pas efficace ni dans un cas ni dans un autre. Et finalement, Sol Ruka réussit à placer un Soul Snatcher efficace et à l'emporter sur Becky Lynch. Donc la championne perd son titre et Sol Ruka devient notre nouvelle championne intercontinentale. Un affrontement de 14 minutes 0-2, durant lequel donc on aura vu voilà on va dire la vivacité et l'énergie de Sol Ruka mise à mal par une Becky Lynch qui va beaucoup plus travailler son style plus punchy dans les coins du ring, en s'appuyant sur les cordes et en utilisant sa force pour la soulever, pour la projeter. Moi j'ai trouvé qu'on a eu plutôt une belle rencontre. Et le peuple de Catch-Up a l'air d'être à peu près d'accord, puisqu'on est sur une note sur 10, on est à peu près tous autour de 3,5 là sur ce match. Toi, c'est un match qui t'a plu aussi, hein, je crois. Alors, déjà, je dois admettre que j'aime beaucoup Sol Ruka. Voilà, depuis le temps qu'elle est à NXT. Donc, je la connais peut-être un petit peu plus que certains qui ne suivent pas du tout NXT. Et franchement, elle est capable de beaucoup mieux. Sur ce match-là, c'était un peu mieux que sur ses précédentes sorties, ce que tu as souligné. Néanmoins, effectivement, elle m'a fait peur. Pareil, quand elle fait son moonsault à l'extérieur du ring, au tout départ, la réception est pas super. J'ai cru qu'elle s'était fait mal. Il y avait aussi cette incertitude, est-ce qu'elle allait être présente ou pas? Elle a bien été là et elle a quand même fourni la marchandise. Becky l'a quand même mise aussi pas mal en valeur avec des contres. On a évité, il y a eu un mini ref bump, mais il n'y a pas eu un gros ref bump. Donc ça a dû te plaire. Moi j'ai été impressionné, c'est le X Factor de la troisième corde de Sol qui faut y aller, hein, oui. le faire, le placer, parce que ça peut faire mal. Après, écoute, on a les inversions de prise comme tu disais, donc le Mandel Slam pour Sol Ruka et le Soul Snatcher, bon ça suffit pas. Et puis après, écoute, Sol elle réussit son finish pour le compte de 3, nouvelle championne intercontinentale. Moi j'ai toujours ce doute, comme un peu avec Trick Williams, est-ce que c'est pas trop tôt? Alors Trick Williams a du charisme, peut-être un petit peu moins pour l'instant Sol parce qu'elle est beaucoup plus jeune que toutes les autres catcheuses. Son catch est pourtant très flamboyant. Pour l'instant, elle n'a pas réussi à réitérer ce qu'elle faisait de magnifique à NXT. Donc tout reste à faire. C'est un gage quand même que la WWE croit en elle, qui a un projet Sol Ruka. T'as la chance pour ta première vraie feud, c'est donc Becky Lynch, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc écoute, il lui donne les clés du camion, ou il commence à lui donner les clés du camion, ils veulent voir comment elle va être en tant que championne, parce que je pense qu'elle va tout droit se diriger vers le main event dans les 2-3 années à venir maximum. Je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi c'est un petit peu tôt. Alors je suis d'accord aussi en soi pour Trick Williams peut-être, même si lui voilà ça marche du feu de Dieu avec le public. Bon, c'est quelque chose, c'est une ficelle assez courante à la WWE hein, et peut-être dans d'autres fédérations que je ne regarde pas, mais pour lancer un petit jeune ou une petite jeune, on lui met une ceinture intermédiaire. On se souvient
Braun Breaker a eu très brièvement le titre US ou intercontinental, je sais plus au début. Austin Theory aussi avait été assez vite champion. Enfin voilà, il y a pas mal de gens qui deviennent champions des fois assez vite. Lyra Valkyria aussi. Et là, c'est quand même un gros morceau de battre Becky Lynch. Moi, je trouve ça très cool de lui avoir donné cette feud-là. C'est une belle preuve de confiance. Je suis d'accord avec toi que c'est peut-être un poil tôt. Peut-être que parce que Sol Ruka, elle a commencé par ça, hein. Elle est arrivée dans le main roster, elle s'est attaquée direct à Becky Lynch. Euh, Peut-être que une petite feud de 2-3 mois, de 2 mois avant de se mettre là un peu plus de un mini temps de micro, peut-être un peu plus d'interviews backstage, peut-être une tag team, enfin ou peut-être pas une tag team, une vraie tag team qui va faire beaucoup de matchs, mais voilà, se trouver peut-être une mentor ou une copine. Euh, Là, ça arrive vite, ça arrive tôt. Il va falloir le défendre. Becky Lynch, elle sortait d'une grande feud contre AJ Lee. Est-ce qu'elle aussi, elle va prendre un petit peu de recul? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle va partir sur autre chose? Donc on sait toutes et tous, hein, que ça avait été annoncé dans les weekly des semaines précédentes. Juste après ce show, on va partir sur le tournoi King of the Ring et Queen of the Ring. Donc ça va permettre d'occuper tout le monde et de lancer probablement beaucoup de feuds. Mais voilà, c'est un titre qui a été, il faut le reconnaître, ouais, très très valorisé, je trouve, le titre intercontinental féminin. C'est plutôt une réussite. On avait eu Lyra Valkyria justement avec Bayley et Becky qui nous avaient fait des belles feuds. On a eu AJ Lee qui nous a fait des belles feuds globalement, quand même, en termes d'intensité. Donc on sent que ce titre-là, il est disputé et il est voulu. Le titre US féminin n'a pas la même chance, tout à fait. Donc, bah voilà, tout est entre ses mains. Est-ce qu'elle est trop stressée? Est-ce qu'elle tente des trucs trop dangereux? Il faudrait qu'elle arrive à trouver un juste milieu pour moins se mettre à risque. Mais elle a beaucoup de sympathie, je trouve. Elle est populaire, elle est dynamique, elle est talentueuse. Donc il y a pas de raison que ça rate, mais on lui souhaite de réussir pour ce premier titre, en tout cas, à Sol Ruka. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est étonnant quand même, parce qu'on avait vu, c'était au dernier show de Cena au Saturday Night Main Event, on l'avait vu contre Bayley, et là on avait été très 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 enthousiasmés, surtout pour ceux qui la suivaient pas sur NXT, qui voyaient arriver un ovni, pareil, qui en plus prend la victoire sur Bayley, donc quand même, tu lui donnes Bayley, tu lui donnes Becky Lynch. Pour l'instant, encore une fois, hein, moi je suis un fan invétéré de Sol Ruka, et pour l'instant, elle ne m'a pas convaincu qu'elle était capable de reprendre le flambeau, hein. Tu as quand même encore Naomi, Bianca qui sont sur la touche. Elle n'a pas encore feudé avec Charlotte, qui pour moi est un vrai révélateur, hein. Tu sais, avec Charlotte ou avec Becky, si ça fonctionne, ben, tu sais que tu vas être vite propulsé dans le main event. À contrario, si ça fonctionne pas, ça peut être compliqué. Il n'y a qu'à voir la pauvre Tiffy qui s'est passée après le WrestleMania de l'année dernière. Donc voilà, oui, elle a tout pour réussir. Il lui donne beaucoup de choses. Tous n'ont pas sa chance. Faut pas qu'elle se rate parce qu'à mon avis, ça peut vite aller dans l'autre sens. Et personnellement, je n'aimerais pas parce que je la trouve Ouais. vraiment ultra ultra performante quand elle le veut, ultra impressionnante sur ses moves parce que le Salt Nature, c'est incroyable cette prise là, ce qu'elle arrive à faire. Et puis elle fait d'autres moves, hein. Moi, je parlais tout à l'heure du moonsault, mais l'appui qu'elle arrive à faire en courant contre le poteau, puis après à faire un saut périlleux, c'est quand même énorme, quoi. Généralement, on voit peu de femmes le faire. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'elle réussisse. Il lui donne tout ce qu'il faut. Maintenant, à elle de transformer l'essai. Ouais, ouais. La ceinture est entre ses mains, à elle d'en faire de l'or. Et tout ça nous a amené au main event. Donc pour une fois, pas de John Cena pour venir nous causer au micro juste avant le main event. C'est la première fois, hein, depuis WrestleMania et tout ça. C'est ça. Et là, bon bah quelle affiche, quel main event. On s'apprête à voir le tribal combat entre Roman Reigns et Jacob Fatu. Donc voilà, là, c'est la grosse rivalité clairement de post-WrestleMania, hein. Jacob Fatu en fureur, en transe ces dernières semaines. Les Usos un peu transparents, mais qui tentent tant bien que mal de calmer les esprits et de rallier la famille. Et un Roman Reigns, on va dire assez suffisant et borné, qui veut ce match et qui veut prouver qu'il est supérieur.
Tribal Combat, c'est le troisième du nom. Hein. On a déjà eu un match entre Roman Reigns et Jey Uso et un match entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Et là, on a donc Roman Reigns contre Jacob Fatu. Roman Reigns était invaincu dans les Tribal Combats. Eh bien, cher public, cher peuple de catch-up, il le reste. Au bout de 27 minutes 12 d'affrontement, Roman Reigns réussit à venir à bout de Jacob Fatu. Alors 27 minutes 12, ça paraît long. On a eu un match qui... je vais te laisser donner ton avis d'abord cette fois-ci, mais qui va chercher quand même des choses un petit peu inhabituelles, hein, puisqu'on a eu une caisse à outils qui a été sortie et utilisée d'ailleurs par Roman Reigns. Mais voilà, on n'a pas eu beaucoup de finalement tant d'outils que ça et tant le tribal combat n'apporte pas vraiment une décoration ou une ambiance particulière. Hein. Évidemment, Jacob Fatu à plusieurs reprises essaye de pousser Roman Reigns dans ses retranchements en tentant sa nouvelle prise là d'étranglement, prise interdite entre Samoans normalement, mais Roman Reigns survit à l'énergie. Voilà, on aura tout ce que vous pouvez imaginer dans un match de Roman Reigns, des spears, des Superman Punch, une domination lente et progressive parfois de Roman Reigns c'est un peu suffisante peut-être, et puis un Jacob Fatu qui se réveille parfois, qui se secoue dans tous les sens pour animer son feu sacré, mais finalement Jacob donc finit par se soumettre, enfin par perdre face à Roman Reigns. Et donc devoir laisser le Tribal Chief reprendre sa ceinture et repartir avec. On a eu un main event costaud, mais un main event peut-être pas aussi violent ou spectaculaire qu'on espérait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vince? Est-ce que tu attends encore quelque chose quand on dit qu'il y a un tribal combat, ou finalement t'as compris que on se foutait un peu de nous avec tout ça et ça allait juste être un match no DQ classique? Alors, je vais répondre à toutes les questions. La première, celle que tu viens de poser en dernier. J'attendais rien de plus qu'un DQ, parce que c'était ce qui s'était passé déjà pour la première sur Netflix lorsqu'on avait eu le match contre Solo. C'est également ce qui s'était passé avec Jay. Alors, il y avait peut-être un petit peu plus d'histoire avec Jay, parce qu'on avait bien cru qu'il y arriverait. Hein, que là, on a eu une alerte, pareil, comme Sol. Juste avant, on a eu une alerte comme quoi notre ami Jacob se serait blessé ou pouvait potentiellement ne pas être en capacité de catcher également. Et je pense que ça s'est vu dans le match. Il y a qu'à regarder les notes. Alors nos compères ont mis des 4 à chaque sur ce match-là, les autres chroniqueurs. Tu as mis 2,5, j'ai mis 3,5, ce qui prouve qu'on a quand même été un petit peu déçus, puisqu'on est quand même les deux à avoir noté un petit peu moins bien ce match-là. Et je trouve effectivement que, pour moi, Fatu, je trouve qu'il était en deçà de ce qu'il nous avait proposé à Backlash. J'ai trouvé que ce qui fait de Fatu quand même un catcheur assez intéressant, assez différent de ce qu'on peut avoir habituellement, c'est son côté bestial, ce côté très véloce qu'il a dans le ring, et je ne l'ai pas retrouvé comme j'aurais aimé le retrouver. J'ai trouvé franchement que l'issue du combat faisait peu de doute, tellement je trouve que c'est pas tout le temps le cas, mais Roman a vraiment dominé les débats. Alors effectivement, il a fait des Samoan drop, il a raté son moonsault, il a tenté la griffe Death, on a teasé qu'il pouvait pas la porter, sa fameuse griffe Samoan, parce qu'il avait pris la boîte, la caisse à outils sur la main. Voilà, mais il manquait quelque chose, il manquait cette saveur que peut amener les Samoans quand ils sont vraiment dans la dureté, dans le combat physique. Ça, je l'ai pas eu. Là, franchement, c'est un gros regret. J'ai eu ce que c'est faire Roman, des spears, des power punch. On a quand même un spear qui il s'est vengé là. Pour le coup, Roman qui casse la barrière, la barricade, un peu ce que lui avait fait le lundi d'avant, pas le lundi d'avant, il y a 15 jours, notre ami Fatou. Mais c'est à peu près ça que je retiens de plus, quoi. Et après, on a refait la même chose, c'est-à-dire que on enlève les coussins du coin du ring, on tape la tête de Fatou dedans. Alors, on a rajouté une table à l'intérieur du ring où on le passe au travers, et puis ça se finit comme ça, quoi. Moi, il me manquait quelque chose, franchement.
Ouais, bah, je suis complètement de ton avis, hein. Donc, nos amis qui ont mis 4 sur 5, j'espère qu'ils nous expliqueront ce qui les attend emballés. Euh, ouais, il y a pour moi déjà, c'est désolant. Enfin, c'est désolant. J'espère toujours qu'ils vont sortir un truc tribal combat. On se souvient du main event de WrestleMania 40, qui n'est pas un tribal combat, c'était un Samoan Rules, là où je sais plus comment ils appelaient ça. Un Euh, Bloodline Rules, mais c'est Bloodline pareil. Rules, ben ouais, mais tu vois, ça avait été, ouais, Bloodline Rules, bon, c'est pareil, en vrai, on sait pas vraiment quelles sont les règles, mais voilà, je trouve ça dommage et de manière générale, mais ça, pareil, on pourrait en faire un débat à part. On parle de la plus grande fédération du monde qui a plus d'argent que les autres, qui a des concurrents maintenant, notamment avec la AEW. Je trouve qu'ils auraient les moyens financiers, ils en manquent pas, de nous emporter dans des trucs quand il y a des affiches comme ça avec une feud qui était bien, qui était intense, qui était violente. Alors peut-être que Jacob est blessé avant le match et que le match a été mis un peu au ralenti, mais justement, Camus font ça en nous sortant, j'en sais rien, je ne connais pas la culture samoane, mais voilà, des objets, des masques, des tam-tams, je sais pas, des trucs, des saguets, enfin ça. J'ai conscience que ce que je suis en train de dire peut faire un peu raciste, mais enfin, vous voyez l'idée des objets traditionnels qui pourraient se détruire à travers la tronche, des trucs un petit peu exotiques. Bon, la boîte à outils, c'était rigolo, mais en vrai, il s'en sert pas si bien, hein. Oui, il écrase la main avec. Mais voilà, j'ai trouvé que j'attendais un déferlement d'objets, de violence. Pourquoi pas des interventions extérieures. Alors on a vu après le match, hein, il y a eu cette scène. Le post-match est assez poignant puisque Jay et Jimmy Uso rejoignent Roman Reigns. Alors ils ne sont pas du tout intervenus. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien, hein. C'était vraiment un affrontement qui se voulait d'homme à homme. Et ils font bien comprendre à Jacob que ça y est, hein, il a affronté son maître. Et à l'extérieur du ring, on voit qu'il y a Solo Sikoa et la famille, la MFT. Et donc Jacob est laissé un petit peu entre les deux à regarder partir la Bloodline et à regarder le MFT qui se lèche les babines en le regardant, hein, un peu comme les hyènes du roi lion. Donc il y a toute cette histoire psychologique autour. Et dans l'affrontement, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Reigns paraissait impérial, sérieux, dominant. Jacob Fatou, voilà, il arrive à avoir quelques moments où il réveille la foule, là, quand il se secoue, qu'il encaisse les coups et que ça le remotive. Mais j'ai pas passé un moment extraordinaire et je suis quasiment sûr que ce match dans 3-4 mois, j'aurai pas grand souvenir et je pense bien qu'il sera pas du tout dans nos tops de l'année, alors que la feud et le talent des deux adversaires auraient pu le présager. Voilà, Fatou, on espère beaucoup. Il est souvent vendu comme un futur main eventer de WrestleMania. Il en a le physique. Maintenant, voilà, est-ce qu'il est capable de nous sortir des vrais grands matchs 5 étoiles et des très grosses performances? Voilà, sur cette feud, il marque le pas par rapport à Roman Reigns, c'est clair. Donc, la fin du show m'a laissé moi aussi un petit goût de ah, ben, c'est fini. Et au final, sur 5 matchs, on n'aura pas eu énormément de choses qui m'ont enthousiasmé, que j'ai trouvé flamboyantes. On a eu une foule assez motivée quand même, hein. Parlons-en Mhm. maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé du public italien? Alors, moi, je voudrais juste terminer avant sur Vas-y. Fatou Roman. Je suis même, alors j'ai fait exprès de pas arriver sur la fin que tu viens de décrire avec l'arrivée des MFT, mais même ça, c'est pour moi, c'est pas top parce que on en revient au point de départ d'il y a 1 an et demi, quoi, c'est-à-dire les MFT contre la Bloodline. Voilà, faut savoir passer à autre chose, les gars. Alors certes, on va te dire maintenant, ils se battent pour avoir Fatou parce que peut-être que Solo va pouvoir redevenir le tribal chef, le tribal chief. Voilà, moi, ça ne m'a, voilà, ça ne m'amuse plus. C'est plus quelque chose que j'ai envie de voir. On passe à autre chose. Pareil sur la partie où on se pose des questions sur Fatou. Est-ce que Roman Reigns est aussi l'adversaire idéal pour lui? On a un mec qui a un rythme de folie. C'est ça Fatou. C'est quelque chose de, comme je disais, quelqu'un de très dynamique, de très véloce, qui court beaucoup, qui saute partout. Et on sait que voilà, le rythme des matchs de Reigns, c'est des gros spots, un peu lents, et à la manière d'un Orton, d'un Punk qui sont comme ça. On n'est pas du tout sur vraiment quelque chose de très très de très rapide. Voilà, donc moi franchement,
j'ai mis 3,5 sur mon petit Discord parce que voilà, l'affiche était quand même alléchante, il y a eu quand même quelques trucs, mais voilà, j'aurais pu mettre 3 comme j'ai mis à Cody Gunther. J'ai plus sanctionné Cody et Gunther par rapport à la durée du match, mais c'est du même acabit, c'est censé être notre opener et notre main event, et je trouve que ce qu'il y a eu en milieu de carte était même mieux, qu'il y a au moins 2 matchs qui ont été mieux sur la carte, quoi. Ouais, bah c'est ce que j'ai marqué moi sur le Discord et c'est clairement ce qui m'a mis dans une mauvaise ambiance pour ce show, c'est que l'opener bah, fait pchit comme tu disais et le main event bah, fait pchit aussi. Donc après Fatou, je me commence à me poser un peu des questions hein, parce qu'à WrestleMania il y a 1 an, il avait battu LA Knight pour lui prendre son titre, mais ça avait pas été un combat exceptionnel. Au dernier WrestleMania contre Drew McIntyre, c'était pas mal, mais ça nous avait un petit peu laissé aussi sur notre faim. On attendait Ouais. beaucoup des 2 hommes. Donc voilà, est-ce qu'il est capable après il est très jeune dans le main roster, hein, il peut nous sortir des grands matchs. Je me souviens, il me fait un peu penser, bon, il a rien à voir en termes de catch, mais Braun Strowman au début, sa première année, elle était un peu laborieuse hein, quand il était avec la Ouh, Wyatt ça, Family. ouais. Et puis après, il nous avait sorti des super matchs. Alors bon, Jacob Fatou est beaucoup plus, je pense, hein, si ma mémoire est bonne, hein, beaucoup plus expérimenté quand même sur la scène indépendante que ne l'était Braun Strowman quand il a débarqué. Mais voilà, il a encore les moyens de grandir à la WWE. Euh, T'as raison, c'était peut-être trop rapide hein, d'en faire le challenger numéro 1. Mais bon, c'est pas mal aussi pour l'occuper. Enfin, l'occuper, voilà. Ouais, Maintenant, il va. Ouais, vas-y. non, non, vas-y, fini, Non, finis ton explication. j'allais dire maintenant, il va lui falloir trouver autre chose. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, si ça repart à devoir intégrer la Bloodline ou le MFT, c'est pas le plus passionnant. Pourtant, je serais pas forcément contre de voir euh, Solo Sikoa venir taper à la porte de Roman Reigns à nouveau, même si on a déjà eu des matchs entre les 2 hommes, mais avec la ceinture mondiale en jeu, ça pourrait se faire, ça pourrait être une mini pause avant un SummerSlam ou autre, ça pourrait être un match pour l'Arabie Saoudite par exemple. Mais sinon, c'est vrai que les scènes intermédiaires sont compliquées hein, pour ces mecs-là parce que bah, Drew pour le moment est à l'arrêt. Le champion intermédiaire à SmackDown, ben mince, Trick. c'est Trick Trick Williams. Williams. Oui, c'est pas du tout le même style. Enfin, on pourrait hein, avoir Trick Williams contre Jacob Fatou, ça ferait un beau match, mais c'est pas tout à fait la même division là. C'est plutôt les Carmelo Hayes, etc. Il va falloir le nourrir à Jacob Fatou. Il y avait Damien Priest qui peut être effectivement un bon format d'affrontement, ou alors d'autres catcheurs très différents, je ne sais pas. Pourquoi pas Chad Gable qui pourrait revenir. Ouais. C'est ce genre de personnalité, mais ouais, on Moi, a du mal à voir qui lui mettre. Hein. Ou alors bah, Obafemi et on part ah, là-dessus. voilà, Hein. si Voilà. c'était ce que j'allais te dire. Et ben Moi, je voilà. vois un Obafemi, Fatou, là, ça explose tout en termes de, d'intensité, là. Au moins, on aurait 2 catcheurs qui peuvent le faire, ça. Pour en revenir sur la foule, parce que tu me posais la question, première question, du coup, quand même, qu'on y réponde. Bah, je trouve que les Italiens ont été très bruyants, bien participés, mais qui sont un petit peu copieurs. Parce qu'il y a certains chants, bah, c'est de la traduction littérale de ce que nous on fait. Hein, le uno, do, solo due, bah, c'est Solo un, doué. Ouais. voilà, hein, c'est ce qu'on fait nous. Voilà, ça c'est à nous. Donc on voit encore une fois parce que je pense on a frappé les esprits avec Lyon. Hein, et je parle bien de Backlash Lyon, plus que Clash in Paris. Il y a qu'à voir un petit peu les retombées hier de Strasbourg, où quand Cody Rhodes commence à parler d'AJ Styles n'est donc pas là, hein, on est d'accord qu'il est à la retraite, le Ouais. chant phénoménal repart directement. Voilà, je pense on a mis, et on a fait voir ce qu'on attendait d'un show de catch en termes d'ambiance, et les gens nous copient, et donc c'est ce qu'on dit, hein, il n'y a rien de plus flatteur que d'être copié. Mm. Donc, bah, écoutez, continuez, chers amis italiens. Je crois qu'il y a même un peu la caméra qui a bougé, alors pas autant que quand nous étions à Lyon avec AJ Styles. Voilà, écoute, je pense que les catcheurs ont bien aimé. Ils ont pris une bonne dose d'applaudissements. C'était très participatif. Même le Raw
du lendemain, toujours à Turin, était exceptionnelle. Voilà, moi, la seule chose qui m'a un peu embêté sur la configuration de l'arène, je sais pas si toi c'était pareil, c'est ces immenses escaliers. Je trouvais que c'était tellement large. Ah oui, C'était, ça il y donne avait l'impression tellement d'être d'espace. vide. Ouais, Mm. c'était. Je pense qu'ils perdent de la place en ayant fait de telles marches. Voilà, j'ai été surpris. Oui, bah ça c'est vrai, le stade est un peu étonnant, mais bon, ça c'est difficile de le changer. Moi j'ai trouvé les Italiens plutôt bons en niveau ambiance. Euh, S'il y a jamais quelqu'un d'italophone qui nous écoute, peut-être qu'il pourra nous expliquer certains chants, parce que les chants français qui ont été si célèbres, donc le chant phénoménal, bah, c'est une chanson populaire, on va dire. Le Simplement deux, bah, c'est quand même Ajus et Chéreau qui sont nos légendes du catch. Ils nous ont copié sur le solo doué, ils ont chanté d'autres trucs par moment. J'aimerais bien savoir si quelqu'un peut nous expliquer s'il y avait des chants qui sont, je sais pas, issus là aussi de la communauté des fans de l'Italie ou si c'était un petit peu spontané. Ils ont eu un gros kiff sur Roman Reigns pendant ce séjour italien. Je sais plus si c'était là ou à Raw aussi où ils ont chanté des chansons à la Je gloire crois de que c'est Roman Raw. Reigns. C'est à Raw, Ouais, hein. c'est Raw sur Mm. l'opener quand Ouais. il peut pas remplacer une. Ouais. C'est ça. Mais il y a eu une belle ambiance. Il y Hmm. a eu aussi des chants assez mitigés. Ça c'est pas mal quand la foule est partagée entre Let's go Roman, Let's go Jacob ou ce genre de choses. Mais voilà, c'était pas, je pense effectivement pas aussi fort que ce qu'on a pu avoir en France, sans chauvinisme. Mais ça a mis une bonne ambiance et la tournée européenne a l'air de bien se passer. On a eu des shows en Espagne qui étaient sympas. Je sais plus ce qui nous reste en détail à part la France. Il doit y avoir encore il doit y avoir de l'Allemagne ou des trucs comme ça. Alors là, il y a l'Italie à Bologne, là, vendredi, Bologne. SmackDown. Il Ok. y a Paris, il y a Mhm. Londres, je sais. Et je crois Ah oui. qu'après, ce sera un peu tout parce qu'ils reviennent après un peu aux États-Unis avant de repartir en Arabie Saoudite. Sacré Je crois, jet hein. lag. Ouais. Ouais, ouais, bon, après, ils y sont habitués maintenant. Oui, oui. Ah, ce qui est impressionnant, voilà, avec ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est comment, alors, pour des contraintes effectivement de logistique, je peux comprendre que la WWE ne vienne pas aussi souvent en Europe, mais comment aux États-Unis, les mecs, je sais pas, ça se voit qu'on prend notre pied quand on assiste à un show, et à certaines fois, c'est tellement plat que tu te demandes si les mecs se font pas chier quand ils viennent voir un SmackDown, quand ils viennent voir un Raw, ou même parfois des PLE, quoi. Et je fais vraiment une grosse distinction entre l'Europe, quoi, le reste du monde même. Parce que même l'Arabie Saoudite, je pense qu'ils font plus de bruit que certaines salles aux États-Unis. Voilà, c'est chaud, quoi. C'est vrai. Les mecs ont peut-être été trop mal habitués à avoir les shows toutes les semaines et que maintenant, bon, voilà, on les verra la semaine prochaine ou on les verra dans quelques semaines. Bon, après, Voilà. quand t'es une ville moyenne aux États-Unis, tu n'as pas non plus un SmackDown ou un Raw toutes les 2 semaines dans ta ville, hein. Ça doit être une fois par an. Une fois par Ouais, an. Ouais, peut-être certains. Même bon, New les York, grosses villes, ouais. Chicago. Peut-être deux À New fois. York, ça fait du Ouais, bruit. Chicago, ils font du ouais, bruit. Ça, c'est oui, les deux voilà. qui font vraiment du bruit. Le reste, tu as des grandes villes, hein, comme Los Angeles. Ouais. Il y a des fois, c'est pas aussi bruyant, quoi. Ah non, c'est sûr. Il y a des villes, d'autres villes comme Détroit, ou tu as d'autres villes aussi, comme tu peux avoir à Orlando, où tu as presque plus de bruit quand tu as NXT que quand tu as le show en lui-même Hmm. dans un weekly, quoi. Bon, bref, Hmm. écoute, on digresse, on digresse. Bah, on digresse puisqu'on a fini hein, ce show Clash en Italie, le premier du nom, et le quatrième Clash en Europe, je pense. Après Clash in the Castle, il y avait quoi? Édimbourg, Pays de Galles. Alors, tu avais le euh, Clash Castle, le Clash in Wales, il me semble. ouais, Clash Quand in tu Paris. as c'est CM Punk qui intervient, qui empêche Ouais, c'est Drew ça. Puis de prendre la ceinture. Après, je crois que c'est non. Ou il y en a eu un autre encore entre. je pense que c'est le quatrième. Ouais, je pense qu'il y en a eu deux Ouais, moi, deux je au dirais 4, ouais. Royaume-Uni. Hmm. Ouais. Et voilà, donc bah, Vince, est-ce que tu peux nous donner un mot de la fin pour toi sur ce show, un top, un flop et une note? Alors, ben, le flop, ouais, je pense que il est déjà écrit noir sur blanc sur le Discord. Hmm. Eh ben, c'est Bifab. C'est Bifab, c'est Bifab. Et le pire, c'est qu'elle a contaminé Paul Heyman, puisque à Raw, le lendemain, Paul Heyman a failli se louper. Pareil
pour mettre le pied de Bron Breakker dans les corps. Donc il faut que peut-être on la mette au frigo et qu'elle contamine personne d'autre. Non mais Bifab c'est pas possible, faut arrêter, même dans le ring c'est pas top. Donc voilà, ça c'est mon gros flop. Je n'avais pas été emballé, et là je l'ai été 2 fois plus, et je l'ai mis dans mon top. C'est le match entre Rhea et Jade, les 2 Golgoth féminines, qui pour moi ont fait un match bien meilleure qualité que ce qu'elles nous avaient fourni à WrestleMania, qui pour moi presque vole la vedette sur ce show-là. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez m'alpaguer sur le Discord pour en parler, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la note globale, ça dépend si tu notes sur 10 ou sur 5, 3,5 sur 5 et donc 7 sur 10. Ok, et bah écoute, ça reste une note correcte, hein. Comme tu l'as compris, moi je vais être un petit peu plus sévère. Tout le monde a tiré sur Bifab. Bon, c'est sûr qu'elle s'est ratée, mais voilà, elle n'était pas très présente non plus. Elle n'était pas sur la carte, elle était à l'extérieur. Moi, je vais mettre le flop à l'opener. Sur mon bulletin scolaire, j'avais marqué Cody Rhodes, mais en vrai, c'est pour les deux, hein. Voilà, un match où on a eu l'impression que les deux déroulaient, mais pour le coup, tu vois, tu parlais du public, on avait l'impression que les deux se sont fait chier un peu sur le ring, hein. C'était difficile de voir des émotions et une intensité, je trouve, et voilà, comme si Cody, super Cody, comme était super John Cena, mais John Cena, il avait un peu plus de selling. Là, voilà, l'opener m'a pas du tout mis dedans et il s'est fini. Bon, voilà, c'est un choix de faire un finish un petit peu litigieux, mais c'était pas une grande réussite, j'ai trouvé. Du coup, ton top est 100 ans, mais pour en mettre un autre, je vais mettre à Lesnar au Bafemi, qui pour le coup, de manière a priori unanime, ont rempli ce qu'on attendait d'eux. Un bon gros match de bourrin, des gros moves, du suspense, et puis voilà, une issue un petit peu choc quand même à la fin, avec Lesnar retraité qui réussit à se venger. Et écoute, pour une note sur 5, moi je vais mettre un petit 2,5, hein. Je vais mettre une moyenne, parce que voilà, parce qu'on essaye de pas être trop sévère et qu'il n'y a pas eu non plus de catastrophique rencontre, mais il manquait un peu de folie, il manquait un peu de, je sais pas, il manquait un parfum un petit peu inhabituel en Italie là qui aurait pu nous réveiller. C'est un reproche qu'on fait et que je fais moi à cette époque Triple H, hein. Bon, alors je vais le redire, mais je n'aime pas du tout là, les matchs les shows en 5 matchs. Je trouve qu'il y a une sorte je sais pas, l'équilibre me plaît pas parce que bon bah il y a l'opener et le dernier match forcément dont on attend beaucoup, et puis du coup au milieu il y a 3 matchs qui sont un peu les matchs du milieu, mais je sais pas, je trouve que ça donne pas un bon rythme et je préférais vraiment une 6e rencontre, quitte à ce qu'on ait 2 matchs plus courts, hein, 2 matchs plus intenses. On aurait très bien pu avoir une affiche, bah, on a eu à Raw un Seth Rollins contre Bron Breakker, on aurait pu l'avoir sur la carte, on aurait pu avoir un match tag team masculin, on aurait pu avoir Trick Williams ou quelqu'un d'autre. Moi, je trouve qu'il manque un match sur la carte et ça fait des rythmes. Voilà, j'avais pas énormément aimé Backlash, j'ai pas énormément aimé Clash in Italy. Voilà, il y a un truc qui fait que ça manque un peu, je trouve, en ce moment. Après un WrestleMania, un gros WrestleMania avec une nuit 1 pas terrible et une nuit 2 beaucoup mieux, il manque un peu, je sais pas, un sentiment de motivation et de passion, comme si ni les catcheurs n'avaient trop l'envie de catcher et nous trop l'envie de regarder, je sais pas. J'ai moi-même un petit manque à suivre là post WrestleMania parce que c'est difficile à expliquer, mais voilà, je trouve qu'il manque un peu l'effet de surprise, les résultats inattendus, les matchs avec à l'intérieur des choses. On dirait qu'ils osent moins en fait, comme si après, après l'époque, l'attitude adjustment, etc. Et puis Vince McMahon où on pouvait avoir le meilleur comme le pire, on est dans quelque chose, voilà, de très facile à mâcher, à digérer. Alors certains diront que c'est TKO, etc. qui fait que voilà, on cherche à être mainstream et à pas. Mais bon. J'en reviens à ce qu'on disait, si la première heure sur SPN c'est censé présenter une copie qui doit donner envie aux gens de suivre le catch et de s'abonner, ben j'ai pas trouvé que Cody Rhodes Gunther allait nous faire dire oh là là mais c'est trop bien le catch, faut suivre.
Au contraire, faites de la folie, mettez ce que vous savez faire, ce que vous avez su faire parfois à NXT, à la AAA, ou dans des grands WrestleMania ou autres, insufflez un petit peu un truc épique. Voilà, je trouve que c'est pas épique. Ça manque de... On est censé voir les gladiateurs du 21e siècle, et je trouve que c'est pas épique. Donc je vais continuer de suivre, et on verra ce qui va se passer cet été, mais déception pour moi sur ce show en Italie. Après, il y a aussi des choses qu'il faut qu'on remarque. C'est que tu arrives sur le Clash in Italy et tu as potentiellement 2 de tes matchs qui peuvent ne pas avoir lieu. Tu as préparé toute ta carte. Donc, est-ce que ça n'a pas non plus joué là-dessus, comme un peu la nuit 1 de WrestleMania, où il n'y a que des affiches où il y a des problèmes, soit des blessés, soit des mecs qui vont s'absenter juste derrière, soit des personnes qui au tout dernier moment n'ont pas pu catcher. Donc c'est compliqué. Là, concrètement, ton premier match, je pense que Cody et Gunther, alors peut-être que Cody ne l'a pas montré, mais tu leur donnes que 10 minutes et tu files beaucoup plus de minutes à tes matchs de plein milieu, quoi. 2 minutes de moins sur le match de Sol, 2 minutes de moins sur le match de Rhea contre Jade, ça aurait pas été trop embêtant, et t'en rajouté 3-4 sur un match de Gunther Cody, et là t'avais peut-être quelque chose un peu plus savoureux. Fatou qui arrive, on ne sait pas s'il est pas blessé. Moi, je persiste à croire qu'il est blessé parce que le match de Backlash était une bien meilleure idée et une bien meilleure qualité, pardon. Il était beaucoup plus offensif, beaucoup plus hargneux. Et puis, pareil, Sol, tu sais pas si jusqu'au dernier moment, il va pouvoir catcher. Bon, ça fait peut-être aussi beaucoup. Ils ont pas mal de blessés, ils ont viré du monde, donc ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Ils ont quand même un réservoir assez important. Ouais. Peut-être justement aussi que le fait d'avoir que 5 matchs, ça fragilise cet équilibre-là. Enfin, ils sont obligés. Certainement. Ils sont obligés, quand t'as que 5 matchs, de faire quasiment tous des matchs de 15 minutes. Alors que si t'en avais 6, tu pourrais dire, bon, finalement, on va faire un squash pour un des matchs et puis on va s'en sortir comme ça, je sais pas. Mais t'as raison, hein. On peut pas, sur le fond, on peut pas en vouloir si des catcheurs et des catcheuses se retrouvent la veille du match en situation de santé précaire et qui sont obligés de mettre un petit peu le pied sur le frein. Mais je trouve qu'il y a, voilà. Est-ce qu'il y a plus de blessés qu'avant? Je ne saurais le dire, mais c'est vrai que là, en ce moment, surtout post-WrestleMania, on a quand même des grosses stars, des gros main eventers comme CM Punk et Drew McIntyre qui prennent un peu de repos. Le Vision, on n'en parle pas, tout le monde est blessé à tour de rôle. Voilà, il y a comme tu dis, Fatou, on sait pas trop. R-Truth aussi dans les weekly. Enfin, c'est pas évident non plus, effectivement, de gérer tout le monde. Et c'est pour ça que je trouve que il serait temps de laisser plus de place à plus de monde. Parce que là, voilà, un autre facteur, c'est qu'on a 5 matchs qui sont des 1 contre 1. Et je trouve, comme je disais tout à l'heure, mettez-nous des triple threat, mettez-nous des fatal four way, mettez-nous un petit tag team. Ça permet de se dire, waouh, on a vu plein de monde. Et si l'un d'entre eux est blessé, tu peux compenser plus facilement. Je sais pas. Pour moi, il y a cet équilibre qu'il y a actuellement entre des PLE à 5 matchs, des Saturday Night Main Event de temps en temps qui sont des sortes de PLE un peu en retrait, et puis des weekly où on a beaucoup de matchs de weekly qui seraient presque des matchs de PLE, hein, parce qu'il y a des titres tag team qui sont les tag team masculins sont quasiment défendus que en weekly. On dirait que parfois pour ces ceintures intermédiaires ou secondaires, le main event d'un weekly est plus important que d'être sur la carte d'un PLE. Voilà, c'est comme ça, mais pour moi, il y a un truc qui me convainc plus trop. Oui. Alors, tu as tout à fait raison. J'ai cette impression, alors après tu me diras si tu as la même, mais qu'un weekly, qu'un PLE hors les Big Four et les Saturday Main Event ont tous la même importance. Mais vraiment tous la même importance. Tu peux avoir, parce que pour parler brièvement du Raw du lendemain à Turin, effectivement, le match entre Rollins et Breaker, c'est saveur main event. C'est saveur PLE. On l'avait eu à Backlash et ils ont fait même un meilleur match pour moi qu'à Backlash. Il y a eu moins de botch là-dessus. Ça doit être en PLE, tu vois. Moi, j'ai rien contre
Sol et contre Becky. Encore une fois, je suis fan de Sol absolu. C'était peut-être pas tout de suite la mettre en PLE. Elle avait peut-être d'abord un main event de weekly à faire, peut-être à monter un petit peu plus. Et tu pouvais mettre un gros match en plus sur ta carte, même si la carte est déjà pas mal. Hein. Voilà, j'ai cette impression-là. Par contre, après, alors là, le WrestleMania, pour les raisons qu'on avait déjà expliquées, a été un petit peu moins bon que les années précédentes. Mais sur les weekly, après, généralement, ils donnent beaucoup. Il y a beaucoup plus de choses. Alors, t'as possiblement moins de matchs avec les Wargames et le Royal Rumble où il y a que 4 matchs là-dessus parce que c'est très long. Mais il y a plus de monde qui est intégré, il y a plus de choses qui sont apportées. Voilà, j'ose espérer qu'on nous prépare une carte de fou sur ce SummerSlam qui sera encore une nouvelle fois en 2 soirs, donc on devrait en prendre plein les mirettes. Mais là, on reste un peu sur notre fin, même si, à nous entendre parler, on n'a pas apprécié le Clash en Italie. Pour moi, il était mieux quand même que le Backlash qu'on a vécu avec Danhausen qui n'avait pas forcément beaucoup catché, des botches de Breaker et de Rollins. Bon, voilà, c'était quand même un peu mieux. Mais j'ai cette impression-là, où on est à une arrivée où on était sur la PG era de Vince McMahon, où effectivement, comparé à la Ruthless Aggression era et l'Attitude era, où il y avait beaucoup plus de choses, où on poussait le curseur plus loin, on est resté sage, on est resté dans cette ligne du PG, de PG era. Et ben voilà, les gars, ils sont là pour contenter le plus de monde possible. C'est le catch mainstream, ce que tu disais. Et puis le fait d'être avec Netflix, maintenant, ben il faut que comme un épisode de série, il faut qu'il y ait quelque chose d'important sur chaque événement. Et donc c'est pour ça qu'on a cette impression que il n'y a pas ces saveurs PLE comme on avait avant, où on savait que le PLE c'était les règlements des weekly qu'on avait. Ouais, c'est peut-être une question d'habitude, hein, peuple de catch-up. D'ailleurs, si vous suivez le catch depuis plus récemment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai que je suis arrivé dans un temps où voilà, le pay-per-view, comme ça s'appelait, était le point culminant. Puis après, à chaque lendemain de pay-per-view, quasiment toutes les feuds redémarraient. Il y en avait une montée en puissance dans la road. Et aujourd'hui, comme tu dis, on peut très bien avoir 2 catcheurs ou 2 catcheuses qui se détestent. On peut avoir un PLE dans 2 semaines et puis elles vont prendre le micro et elles vont dire on se retrouve dans 3 semaines à Raw à Chicago ou au Saturday Night Main Event et des fois on squeeze les PLE et donc on se retrouve effectivement avec un truc un peu lissé où tout le monde peut être en feu à différents degrés au même moment. Donc moi j'ai pas l'habitude. Peut-être que je vais m'y mettre et que dans un an j'adorerais ça. Hein. On verra bien. Hein. Qui sait? Qui sait? Exactement. Bon, allez. Écoute, cher ami Vince, merci beaucoup d'avoir été présent pour parler italien avec moi sur ce Clash in Italy. N'hésitez pas, peuple de catch-up, à nous mettre vos avis, vos commentaires. Venez sur le Discord, donnez vos avis sur YouTube, partagez le podcast sur Deezer, Spotify, etc. On arrive très bientôt avec plein de contenu, puisque voilà, il y a les shows en France dont on va parler. On va parler de ce qui s'est passé aussi au Mexique. On va parler de plein de choses et on va préparer donc le prochain show en Arabie Saoudite avec quand même ces tournois King et Queen of the Ring qui se lancent. Donc l'été ne fait que commencer. Et peut-être de ton côté, Vince, la reprise de certains interviews et de certaines émissions spéciales, c'est ça? Eh bien, je l'espère. J'ai prévu. Il faut que ça se mette bien en forme du côté de tout le monde. Mais 2 comptoirs du catch, j'espère qu'on pourra les diffuser avec, j'espère, un peu de nouveauté. Et puis après, effectivement, nous n'étions que 2 ce soir, à notre grande dame, puisque 3 de nos émérites chroniqueurs reviennent de Strasbourg, avec plein d'images, plein d'histoires à nous raconter. Donc la prochaine émission, elle sera pas à louper non plus, elle va apporter beaucoup d'émotions, beaucoup d'infos. Voilà, tout cela est dit, peuple de catch-up. Retrouvez-nous très bientôt. Merci d'être avec nous comme toujours. Vince, je te dis à très vite sur les ondes. Eh bien, avec plaisir. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao Vince, ciao peuple de catch-up. À très bientôt.
Et on n'oublie pas Santino Marella qu'on a vu dans la foule. Eh oui, il était de retour, le chef de l'autorité de la TNA.